Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous le savez, à date d'hier soir, 1 100 000 injections de vaccins contre le coronavirus ont été faites dans notre pays. Je tiens à commencer mon propos en remerciant l'ensemble de la communauté médicale, mais également les élus, les autorités des ARS, des préfectures, qui dans tous les territoires se sont mobilisés et permettent, vous le savez, depuis une semaine, à la France d'être en tête du peloton européen en termes de rythme de vaccination. Je voulais également faire un rappel utile. Qu'est-ce que la vaccination ? Être vacciné, c'est avoir reçu 2 injections du vaccin Pfizer ou Moderna. On appelle ces 2 injections la primo-injection et le rappel vaccinal. Pourquoi ? Parce que dans les études cliniques menées par les laboratoires, dans l'indication du médicament accordée par l'Agence européenne du médicament, dans les recommandations internationales, le rappel du vaccin Pfizer se fait 3 à 4 semaines après la primo-injection. Semaine après semaine, le nombre de Français vaccinés, c'est-à-dire ayant reçu une primo-injection et un rappel, va donc augmenter. À ce stade, ce sont surtout des primo-injections qui ont été faites et très peu de rappels ont encore été faits dans notre pays. Point important et que je redis ici, une personne vaccinée est protégée contre les risques de formes graves de la maladie, mais nous ne savons pas encore si elle est protégée contre les formes mineures, et donc si elle est protégée contre la contamination, et donc contre la transmission du virus vers d'autres personnes. Que ce soit entre les 2 injections du vaccin ou après vaccination complète, le port du masque et de façon générale le respect des gestes barrières reste la règle. Dans le contexte que nous connaissons de reprise épidémique dans notre pays, plusieurs experts en France et à l'étranger s'interrogent sur l'utilité d'espacer les 2 doses du vaccin Pfizer, actuellement, je le disais, fixées à 3 à 4 semaines, 21 à 28 jours, de manière à le porter jusqu'à 6 semaines, soit 42 jours. L'intérêt, selon ces experts, que je remercie pour leur mobilisation, c'est une réflexion qui est utile et légitime. L'intérêt serait donc, selon ces experts, de vacciner un maximum de personnes fragiles pour limiter l'impact sanitaire dans notre pays le plus tôt possible. En effet, en février, une partie importante de nos vaccins servira à assurer le rappel de la vaccination des personnes qui auront été primo-vaccinées en janvier, de sorte que le nombre de Français recevant une primo-injection en février sera plus faible qu'au mois de janvier. Espacer les doses, chacun peut le comprendre, permettrait à l'inverse d'utiliser un maximum de nos vaccins en février pour commencer à protéger un maximum de Français le plus tôt possible. C'est le sens d'une proposition qui avait déjà été faite par l'Agence nationale de sécurité du médicament, j'en avais parlé, qui nous autorisait à espacer les doses. Et c'est aussi le sens de l'avis de la Haute Autorité de Santé, autorité indépendante et qui s'est autosaisie et a communiqué en ce sens samedi. Je m'en suis entretenu avec sa présidente, le professeur Le Gulidec, que j'ai remercié encore une fois pour l'apport considérable de son autorité de santé à la gestion de crise depuis le premier jour. Toutefois, cette proposition à ce stade ne fait pas consensus dans la communauté scientifique et d'après certains experts, ce ne serait pas une proposition dénuée de tout risque et je vais laisser le professeur Alain Fischer vous expliquer cette réflexion. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, les éléments de contexte, vous les connaissez. C'est le fait qu'il y a une menace de recrudescence de la pandémie en France, évidemment aussi à l'étranger, et en partie liée à l'émergence de nouveaux variants. On a tous entendu parler du variant anglais, du variant d'Afrique du Sud, du variant brésilien, susceptibles d'être plus contagieux. On sait que ces variants peuvent, pour certains d'entre eux, pas le variant anglais, mais le variant sud-africain, est susceptible d'entraîner une seconde infection. Et on se pose des questions évidemment sur le fait que ces variants puissent échapper à la vaccination. Il n'y a pas d'informations de ce type actuellement, mais néanmoins, il était montré que le variant sud-africain est un peu moins bien neutralisé par les anticorps produits par les personnes vaccinées. Donc c'est un contexte qui amène à réfléchir et on comprend que, en particulier, la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, se soit posé la question de savoir si l'on pouvait accélérer la primo-vaccination. Et la seule façon de l'envisager, et c'est tout à fait logique, et cette réflexion a été partagée par d'autres à l'étranger, c'est de retarder, d'espacer de quelques semaines la seconde injection de vaccin. Donc, des arguments ont été réunis en faveur de cette hypothèse, de ce scénario. Le premier, qui sont des travaux de modélisation
qui montrent que si effectivement on retarde donc de 21-28 à 42 jours, qui est la date limite d'injection qui a été faite dans les essais cliniques, donc si on retarde à 6 semaines ou 42 jours la seconde dose, il serait possible d'augmenter assez significativement le nombre de personnes vaccinées d'ici à la mi-mars et donc de protéger, au moins partiellement, j'y reviendrai, une proportion plus importante de la population à risque. Je pense évidemment en tout premier lieu aux personnes les plus âgées. Par ailleurs, nous savons que les études dites de phase 3, et donc qui ont permis d'établir l'efficacité de ces vaccins, montrent que dès la première dose, une protection est conférée aux alentours de 10-12 jours après le premier vaccin. Et de plus, il n'a pas été observé de recrudescence d'infections particulières chez les quelques sujets qui ont reçu la seconde dose de façon un peu décalée au bout de 42 jours. Il y a eu une certaine variation dans ces essais cliniques. Enfin, le troisième argument mis en avant, et qui est parfaitement recevable, est le fait que pour d'autres types de vaccins dirigés à l'égard d'autres agents infectieux, donc responsables d'autres maladies infectieuses, en général, il n'y a pas d'impact observé du décalage d'un espacement de doses. Néanmoins, malgré ces arguments qui ont toute leur force, on peut faire valoir d'autres types d'arguments qui les relativisent, et c'est ce que je vais essayer de faire dans les toutes prochaines minutes. Il y a 5 points. Le premier concerne la modélisation que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, donc qui permet de montrer qu'on peut vacciner effectivement plus de personnes dans un premier temps. Il faut faire attention qu'on a plus de sujets vaccinés, mais pas forcément plus de sujets protégés. Je reviendrai sur cette idée qui peut paraître un tout petit peu curieuse. D'autre part, si on poursuit dans le temps l'analyse de la modélisation du nombre de personnes vaccinées, on s'aperçoit que quelques semaines plus tard, ça nous amène dans l'hypothèse où cet espacement serait mis en route maintenant, fin mars, début avril, in fine, le nombre de personnes vaccinées serait le même, parce qu'il y a un rattrapage forcément secondaire des personnes chez lesquelles on a retardé à 42 jours la vaccination. Donc le point est relatif quant à l'augmentation du nombre de personnes, même s'il est réel, qui pourraient être vaccinées. Le deuxième concerne l'efficacité de la première dose, qui est un point absolument critique si on veut s'assurer qu'un espacement ne pourrait pas comporter de risque. Il faut savoir que nous n'avons aucune information disponible, d'aucune sorte scientifique, sur l'efficacité dans la durée d'une première dose, puisque tout le monde a reçu ensuite une seconde dose dans les essais cliniques ou dans la vie réelle depuis fin décembre. Il y a quelques éléments de signaux d'alerte qui doivent être mentionnés. Le premier, c'est que les données qui viennent d'être publiées en Israël, comme vous savez, Israël a été extrêmement actif dans le développement de la vaccination, et donc ils ont montré que chez les sujets âgés de plus de 60 ans, ce qui est relativement pertinent par rapport aux personnes dont on parle, dont on souhaite assurer au plus vite la vaccination en France, la protection contre la maladie, contre la survenue d'un Covid, dans la période qui est comprise entre l'administration de la première dose et de la seconde dose, donc c'est celle qui serait allongée en cas d'espacement, n'est que de 33%. Ce qui est une déception, d'une certaine façon, parce que dans les essais cliniques Pfizer-Moderna, c'était de l'ordre de 50%. Cela suggère, ce sont des données préliminaires, donc il faut être prudent, mais cela suggère que la protection pourrait donc être moins efficace chez les sujets plus âgés, et donc peut-être une petite mise en garde à l'égard d'espacement de doses. Par ailleurs, dans les essais cliniques, il a été montré, donc les essais cliniques initiaux, il a été montré que la première dose n'induisait qu'un faible taux d'anticorps, notamment neutralisants, ceux qui sont probablement importants pour la protection. Ce n'est qu'après l'administration de la seconde dose que l'on observe une ascension nette du taux d'anticorps neutralisants. Alors, à nouveau, ces données doivent être analysées avec précaution, circonspection. Il n'y a pas de corrélation à ce jour établie entre protection de la maladie et titre d'anticorps neutralisants. Néanmoins, c'est une hypothèse qui n'est pas impossible, loin de là, qu'il y ait un lien entre les deux. Autre point, concernant l'analyse, cette fois-ci, d'un risque éventuel après la seconde dose qui aurait été décalée. Dans les essais cliniques, en fait, il y a assez peu de personnes qui ont reçu la seconde dose décalée de 6 semaines. La plupart l'ont reçue comme prévu, plutôt à 21 ou 28 jours. Donc de ce fait, même si aucun événement infectieux n'a été observé chez ces personnes, comme il y en a très peu, on conçoit facilement que la puissance statistique de cette analyse est faible, donc l'argument moins fort. Surtout, peut-être, c'est l'argument le plus important que je voudrais évoquer, c'est celui-ci, c'est l'effet des conséquences d'administrer à J42 de la seconde dose sur l'intensité, c'est-à-dire le pic de protection, 95%, comme vous savez, dans les essais cliniques à peu près avec Pfizer et Moderna, et la durée, donc la protection à moyen terme, pour laquelle nous n'avons encore pas d'informations. Donc ce sont l'effet des conséquences d'un espacement, on ne les connaît pas du tout. Et on ne les connaît pas du tout alors que la population cible est une population fragile, puisque 85%, même un peu plus de 85% des personnes qui sont actuellement vaccinées sont des personnes âgées ou des personnes malades dont le système immunitaire
n'est pas optimale. On parle d'immunosénescence, ce qui est un terme qui a une signification scientifique très très claire. Donc la question se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas là, même si on ne peut pas le préciser exactement, un risque donc non quantifiable d'une réponse immune sous-optimale. Et incidemment, une réponse immune sous-optimale pourrait faire diminuer peut-être, tout ça est sous forme d'hypothèse bien sûr, l'induction de la protection face aux nouveaux variants avec lesquels j'ai commencé comme élément pouvant justifier l'espacement de doses. Donc de fait, l'argument relatif aux variants mis en avant pour espacer les doses peut être au contraire utilisé pour maintenir l'espacement à pas plus de 28 jours. Vous voyez, donc ça montre la complexité de l'analyse, puisqu'on peut, par la réflexion sur ces notions, arriver à finalement des conclusions opposées. C'est ainsi, c'est la complexité de l'expertise dans des situations qui ne sont pas complètement tranchées. Enfin, l'argument de l'absence de conséquences de l'espacement sur la protection conférée par d'autres vaccins, qui est absolument exact, qui est un argument important, il doit néanmoins être interprété avec précaution, parce que nous parlons d'une maladie nouvelle, Covid, d'un virus peu connu, le coronavirus, la réponse immunitaire contre les coronavirus n'est pas bien connue encore, et de vaccins nouveaux, vaccins ARN, dont on sait en plus que la cinétique, c'est-à-dire le temps de persistance de ce fameux ARN vaccinant, est très, très bref. Donc il est possible que la façon dont la réponse immune soit induite soit assez particulière et par exemple est certainement très différent des vaccins par vecteurs adénoviraux type AstraZeneca. Donc ce sont aussi des considérations qu'il faut prendre en compte. Donc voilà une série d'éléments qui relativisent, à nouveau, il n'y a rien d'absolu, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, mais qui relativisent cette discussion sur l'espacement de doses. Je voudrais ajouter sur un ou deux points non scientifiques, mais qui me paraissent importants, c'est qu'un changement de calendrier vaccinal est susceptible d'engendrer des difficultés de compréhension et de mise en œuvre de la pratique du vaccin, et donc spécifiquement de l'administration de la seconde dose. Et par ailleurs, je parle d'expérience personnelle en tant que praticien, qu'il m'arrive d'être encore, c'est que la réalité de la médecine sur le terrain, c'est que lorsqu'on applique un schéma temporel d'administration d'un médicament ou d'un vaccin, eh bien, on sait que ceci n'est pas strictement respecté. Ça veut dire que si on dit que le vaccin doit être administré après 6 semaines, il y aura un certain nombre de personnes qui auront le vaccin après 7 semaines, 8 semaines, 9 semaines, voire plus, ce qui sort de l'autorisation de mise sur le marché et qui augmenterait certainement alors les risques d'avoir une immunité moins satisfaisante. Donc toutes ces données qui sont en fait partagées par beaucoup d'experts, on pourrait citer beaucoup de noms en Europe, aux États-Unis, nous font considérer avec une certaine prudence et une certaine réticence l'idée de l'espacement. Donc voilà, c'est les éléments que je souhaitais mettre au débat. Merci beaucoup, professeur Fischer. J'ajoute un autre point d'attention, peut-être un peu plus terre-à-terre, je l'avoue. Mais plus le délai entre la première injection et le rappel vaccinal sera long, plus grand est le risque que des personnes oublient leur rendez-vous ou manquent leur rendez-vous. Ça peut prêter à sourire, ça peut vous sembler trivial, mais je me fais là l'écho d'une alerte donnée par plusieurs confrères médecins avec lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger ces derniers jours. Le choix d'un délai plus important nous amènerait aussi automatiquement à appeler près d'1 million de personnes qui ont déjà eu une primo-injection, qui sont repartis avec leur rendez-vous de rappel de vaccination à 3 ou 4 semaines, pour leur dire de venir 2 semaines ou 3 semaines plus tard. Or, depuis le début, je fais le choix de limiter les cas de report de rendez-vous au strict minimum, au strict nécessaire. Je note aussi, et ce n'est pas une information neutre, que la plupart des pays qui nous entourent, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, ont fait le choix de conserver le délai de 3 à 4 semaines entre les 2 injections de vaccin Pfizer. Finalement, il n'y a que l'Angleterre, le Québec et, en théorie, le Danemark qui est, à ce stade, basculé dans d'autres modalités que les modalités fixées par les laboratoires dans le cadre des études et que lorsqu'ils sont interrogés par des experts européens ou nationaux, les laboratoires continuent de délivrer. Vous avez entendu les points d'alerte, les points d'attention rapportés par le professeur Fischer. Je les résume rapidement. Un impact mineur sur le rythme de la vaccination en France, en tout cas à 2 ou 3 mois. L'absence d'études cliniques sur une administration à 42 jours du rappel de vaccination. La faiblesse des connaissances scientifiques sur la protection des personnes entre 2 injections et l'absence de données permettant de croire à la protection des personnes entre 2 doses face à la menace des variants. Vous le savez, j'ai toujours choisi de suivre les recommandations des autorités sanitaires et scientifiques depuis le début de la gestion de cette crise pandémique. Ma ligne ne change pas. Nous sommes, je reprends les mots du professeur Fischer, face à une part d'inconnu et d'incertitude. Et je fais donc le choix de la sécurité des données validées et dont on maîtrise la pleine compréhension.
Je note l'absence de consensus scientifique et encore une fois, je remercie les uns et les autres pour leur approche, pour leur abord de ces problématiques extrêmement complexes, vous l'avez vu. Mais en politique, il faut choisir. Et je maintiens donc, sur la base des informations dont je dispose, le délai d'injection entre 2 injections Pfizer à 21 ou 28 jours, c'est-à-dire 3 à 4 semaines. Et je demande donc à l'ensemble des acteurs qui organisent et réalisent cette campagne de vaccination sur le territoire national de s'en tenir aux recommandations que je viens de porter. Nous ne touchons pas au délai d'injection du vaccin Pfizer. Je vous remercie. Bonjour, Bastien Auger, TF1 LCI. On a bien compris la complexité des arguments et le fait qu'il n'y avait pas de vérité, de certitude absolue. Est-ce que malgré tout, vous êtes sensible à l'argument de ceux qui disent qu'il y a urgence de vacciner le plus possible de gens, le plus rapidement possible, quitte à avoir une moindre efficacité? Est-ce que c'est un argument que vous entendez? Et par ailleurs, j'en profite pour vous poser une question sur un autre vaccin, le vaccin AstraZeneca. Il y a plusieurs médias allemands qui prétendent que le gouvernement allemand a des doutes sur l'efficacité de ce vaccin, notamment pour les plus de 65 ans. Est-ce que vous aussi, vous avez des doutes? Est-ce que vous avez demandé des études supplémentaires? Et est-ce que vous envisagez de réserver ce vaccin, par exemple, aux populations de moins de 65 ans? Merci. Imaginez que vous ayez reçu une primo-injection d'un vaccin et que je vous dise, normalement, vous devriez avoir un rappel de vaccin dans 3 à 4 semaines. C'est les conditions qu'on nous demande de garantir pour assurer la sécurité et l'efficacité de votre vaccination. Mais finalement, je vous dis, écoutez, on a besoin davantage de vaccins pour vos collègues, pour aller plus vite. Et donc, vous serez vacciné dans 6 semaines, mais a priori, tout se passera bien. Je ne suis pas sûr que votre réaction, comme personne primo-vaccinée, serait pleine de confiance à l'égard de la décision prise. On n'est pas sûr, a priori. Ce sont des mots avec lesquels que je manie avec beaucoup de prudence, vous le savez, depuis le début. Toutes les décisions que j'ai prises, même parfois poussées par une partie de l'opinion ou une partie, d'ailleurs, des journalistes dans cette même salle, toutes les décisions que j'ai prises, je les ai prises en conscience pour faire en sorte que prime la sécurité et la santé et l'efficacité avant toute autre considération. Donc j'entends parfaitement encore une fois le débat. Et d'ailleurs, si nous sommes présents ce matin, c'est que je considère que ça justifiait d'avoir une conférence de presse avec des explications scientifiques et des explications politiques que nous vous avons données ce matin. Sur AstraZeneca, c'est très simple. L'Agence européenne du médicament a été saisie par le laboratoire, comme elle avait été saisie pour Pfizer et Moderna, s'agissant des données des études scientifiques. Donc, en connaissance de cause, l'Agence européenne du médicament devra nous dire dans quelques jours, normalement, si elle autorise le vaccin AstraZeneca et dans quelles conditions. Et elle justifiera d'ailleurs son verdict s'agissant de ce vaccin, comme elle l'a fait avec les autres vaccins et comme elle le fera à chaque fois qu'il y aura des vaccins qui seront amenés à être autorisés. Sur la base des recommandations de l'Agence européenne du médicament, nous verrons comment organiser la campagne vaccinale, à qui ce vaccin est dédié. Et peut-être que si l'Agence nous disait qu'il nous faut des compléments d'information, eh bien nous prendrions notre mal en patience. Si en revanche elle nous dit que nous pouvons y aller, nous pourrons y aller dans les conditions qui seront fixées. Est-ce qu'en refusant de décaler la 2e injection, vous diriez que vous refusez de jouer aux apprentis sorciers? Non, parce que, il y aurait un côté un peu... les experts de la Haute Autorité de Santé, les experts de l'Agence nationale de sécurité du médicament sont des gens qui sont indépendants, et ça vous en avez la démonstration, qui sont sans lien d'intérêt et qui travaillent à l'intérêt général et qui permettent de faire avancer la science. Ils n'ont pas du tout vocation à être des apprentis sorciers. Ils se posent une bonne question. Est-ce qu'on a la possibilité, sans prendre de risques avec qui que ce soit, d'accélérer encore notre campagne de vaccination? Il y a plusieurs manières d'accélérer. C'est augmenter les livraisons si les laboratoires sont capables de les augmenter. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé ces derniers jours, mais on y travaille d'arrache-pied avec Agnès Pannier-Runacher, Clément Beaune, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre. Et ensuite, c'est de dire, est-ce qu'on peut repousser cette 2e dose? Encore une fois, c'est un débat qui est légitime, que d'autres pays ont eu. Moi, je me suis entretenu avec plusieurs de mes homologues ministres de la Santé d'autres pays européens ce week-end pour aussi fonder ma décision. Je constate que les questions se posent partout, mais qu'à quelques exceptions près, les réponses sont partout les mêmes, celles que je vous ai données ce matin. Bonjour, Anthony Joly pour France Télévisions. Certains élus, certains députés, Mme Bateau notamment pour ne pas la nommer, regrette que sur son territoire, par exemple, elle n'ait pas eu suffisamment de vaccins. Est-ce qu'il y a des disparités entre les régions? Sur quels critères les vaccins sont-ils répartis?
D'abord, si vous posez la question à n'importe quel élu ou même n'importe quel citoyen, il vous dira à raison qu'il n'a pas assez de vaccins sur son territoire. Et pour cause, nous n'avons pas encore suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population qui doit l'être. Nous vaccinons en flux tendu à chaque fois que des livraisons nous sont portées et nous envoyons immédiatement tous les vaccins dont nous disposons dans l'intégralité des hôpitaux et donc des centres de vaccination. Nous ne gardons pas de doses à Paris, dans je ne sais quel coffre, tout est envoyé dans les territoires pour avoir cette vaccination à flux tendu. De manière à répondre en transparence à votre question, nous avons mis en ligne samedi, comme je m'y étais engagé, sur le site data.gouv, l'ensemble des livraisons à l'échelle régionale et départementale, ainsi que l'ensemble des stocks. Cette semaine, nous allons compléter ce dispositif de transparence en mettant à disposition de tous les Français qui le souhaitent l'affichage sur 4 semaines glissantes, donc qui sera complété toutes les semaines, à la fois du nombre de doses consommées, du nombre de doses en stock et de livraisons réalisées et à venir à l'échelle d'un centre de vaccination. Et donc chacun pourra regarder que la seule priorisation que nous avons faite, et je l'assume, ça a été sur les 60 000 premières doses de vaccin Moderna. 60 000 doses, je n'allais pas en faire une répartition nationale, ça n'aurait pas eu de sens. Et donc j'ai choisi d'en donner davantage dans les métropoles, dans les villes où l'incidence épidémique était la plus forte, notamment dans le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté ou encore dans les Alpes-Maritimes. Bonjour, Justine Fontaine pour BFM TV. Je reviens sur le vaccin AstraZeneca. AstraZeneca a annoncé qu'il y aurait un retard dans la livraison de leur vaccin. Est-ce que vous savez si ce retard aura un impact sur nos livraisons en France ? Mais nous avons un contrat européen. Encore une fois, c'est une aventure européenne, une aventure scientifique, une aventure industrielle, une aventure humaine que cette campagne de vaccination qui a commencé à l'échelle européenne. Chacun des 27 pays de l'Union européenne reçoit un nombre de doses équivalent de chacun des vaccins qui a été commandé au prorata de sa population au sein de la population de l'Union européenne et dans des délais qui sont quasiment les mêmes pour tous. Donc s'il y a des retards de livraison de vaccins en Europe, ils concerneront forcément la totalité des pays de l'Union européenne. Rebonjour Monsieur le Ministre, toujours Bastien Auger pour TF1 LCI. Justement par rapport à ces potentiels retards et de manière plus générale sur vos objectifs en termes de vaccination, vous aviez dit que vous comptiez vacciner 70 millions de Français avant la fin de l'été. Le professeur Delfrécy a dit qu'il avait des doutes sur la possibilité d'atteindre cet objectif. Est-ce que vous maintenez quand même cet objectif et notamment est-ce que vous le maintenez au regard des dernières informations que l'on a au fur et à mesure sur des potentiels retards de tous ces vaccins ? Alors moi, je n'exprime pas des doutes, je relate des faits. Et les faits, ils sont que l'Union européenne a commandé suffisamment de vaccins pour que, d'ici à la fin du mois d'août, tous les pays aient été livrés en doses suffisantes pour pouvoir vacciner la population. C'est-à-dire, quand je parlais de 70 millions, je ne parlais pas de 70 millions de doses, mais bien de plus de 130 millions de doses qui doivent être livrées d'ici à fin août. Ça, ce sont les faits, ce sont les commandes. J'ai assorti ces faits de 2 réserves. 1, il faut que la totalité des vaccins que nous avons précommandés soient validés pour être utilisés par les autorités sanitaires européennes. Et 2, il faut que les livraisons suivent et respectent les carnets de commandes que nous avons passés. Si ces 2 conditions sont réunies, alors nous aurons effectivement, d'ici à la fin du mois d'août, plus de 130 millions de vaccins, et donc nous aurons eu de quoi vacciner la totalité de la population française. Si l'une des 2 conditions venait à manquer, ou parce qu'un vaccin ne serait pas validé, ou parce que des livraisons seraient trop retardées, ou il y aurait des problèmes de production sur des chaînes industrielles, alors ça pourrait évidemment changer la donne, mais je n'ai pas de raison de penser que ce sera le cas, donc je maintiens mes affirmations. Je vous remercie.